Oh non. Oh putain, est-ce que c'est le moment où je parle de Spider-Man Across the Spider-Verse et que je passe pour un énorme aigri? Putain d'alcoolisme. Ok. En 2018 sortait cette masterclass qu'est Into the Spider-Verse, et il a, de façon tout à fait justifiée, retourné le crâne de tous ceux qui l'ont vu. Le film était incroyablement beau, avec une réalisation et des graphismes exceptionnels, et bien qu'un peu faible sur certains points, notamment avec des persos issus du multivers qui faisaient presque de la figuration, et c'est un peu dommage dans un film censé exploiter le Spider-Verse justement, ce dernier restait malgré tout super bien écrit et une déclaration d'amour incroyable au personnage de Spider-Man. Bref, Into the Spider-Verse c'était le ovni de l'année 2018 que personne avait vu venir. Il a même gagné l'Oscar du meilleur film d'animation l'année suivante, son impact se fait même encore ressentir aujourd'hui tant il excelle en tout point, et donc forcément, sa suite Across the Spider-Verse, annoncée comme étant la première partie de 2 films, était attendue au tournant. Et il vient enfin de sortir en salle le 31 mai dernier. Et tout le monde a kiffé, surkiffé même, moi y compris, mais il est pas parfait et faut qu'on en parle. Voici mon problème avec Across the Spider-Verse. Avant de commencer, il y aura des spoils bien sûr, donc faites gaffe. Et surtout, pitié, me prenez pas pour un rageux, j'ai adoré le film moi aussi. Et en même temps, comment ne pas l'aimer? Visuellement c'est toujours insane, le perso de Spider-Man en général est super bien utilisé, The Spot a l'air incroyable en tant que vilain et la musique est ouf, bref. Le film est incroyable, il n'y a aucun débat à ce niveau. Cependant, il a quand même quelques problèmes. En fait, un gros problème qui implique tous les autres, c'est une partie 1 sur 2. Oui, c'est aussi simple que ça, mais ça cause quand même tous les possibles problèmes du film. J'insiste sur ce point, ce sont les possibles problèmes du film dont je vais parler dans cette vidéo, parce que ça reste assez relatif. Tout ce que je vais énoncer, c'est pas des problèmes de fou, soyons clairs, mais autant la partie 2 peut en résoudre certains, autant d'autres peuvent devenir de sérieux défauts d'écriture si la partie 2 rate son train. Et ils sont déjà assez maladroits en tant que tels, et ça me fait chier, donc parlons-en. Commençons par la forme. Le rythme du film n'est pas bon. Je n'irai pas jusqu'à dire comme mes parents qu'il donne mal à la tête par moments, mais bon, je le mentionne quand même parce que si eux en sont arrivés à ce constat déclarant même qu'ils avaient pas envie de voir la suite pour cette raison, bah c'est que quand même, c'est un défaut dont il faut parler. Et en effet, c'est un film où il se passe énormément de choses, autant dans les détails que dans le premier plan. Et franchement, même pour moi, parfois c'était compliqué à suivre. Alors je précise, pas au niveau de la compréhension, tu comprends quand même tout ce qui se passe. Bon, pas pour une bonne raison, mais on en reparlera plus tard. Et ça concerne pas non plus l'audio, car je sais qu'il y avait des problèmes avec la VO qui était inaudible apparemment pour certains par moment, mais perso, je l'ai vu une fois en VF et une fois en VO, et j'ai pas trop entendu ce problème. Non, vraiment, ce qui rend le film compliqué à suivre, c'est tout simplement son rythme assez brouillon. Concernant les scènes d'abord, certaines ne sont pas agréables du tout à suivre, car il se passe trop de choses. Trop de persos parlent en même temps, c'est une cacophonie plutôt insupportable, et c'est vraiment dommage car ça arrive en plus dans des moments capitaux de l'intrigue. Par exemple, quand The Spot absorbe le synchrotron de l'univers de Spider India, les 4 putains de héros présents sur place font un ping-pong incessant de répliques, pas nul en soi, mais qui empêchent de bien profiter de ce qui se passe, et qui manquent de gâcher un poil le peu de scènes, très bonnes malgré tout, où The Spot apparaît. En fait, t'as juste envie de leur demander de la fermer pour qu'on puisse profiter tranquillement d'un méchant trop cool, parce que, comme je l'ai dit, The Spot, je l'ai adoré. Son lien avec Miles est génial et son jeu en VF, bien meilleur qu'en VO par ailleurs, est brillant. Sa voix de nice guy alors qu'il commet et raconte des choses horribles, surtout en rapport avec son origin story, et bah j'ai adoré. Et pareil, ses pouvoirs sont beaucoup trop classe. Bref, masterclass, vraiment. Mais putain, le bug est beaucoup trop peu présent. Il est là à peine 4 scènes et on le voit vite fait à la fin, mais un peu pour rien, il se tient juste devant l'univers de Miles comme Payne devant Konoha, et en fait il se fait juste voler sa place par du teasing pour la suite. Et c'est un putain de problème, toujours de rythme, mais concernant le film en général cette fois. Ce qui faisait la qualité en grande partie de Into the Spider-Verse, c'était qu'en pile 1h40 on avait énormément de trucs.
C'était dense, et pourtant ça paraissait pas surchargé, parce que ça prenait quand même le temps de prendre son temps justement. Alors oui, certains persos s'en trouvaient presque complètement effacés, et d'autres méchants étaient pas du tout développés parce qu'on se reposait sur le fait que tu connaisses déjà l'univers de Spider-Man pour pas avoir besoin de plus. Mais bon, au moins, jamais t'avais l'impression d'être soumis à la durée du film comme s'il te manquait du temps, ou au contraire que t'en perdais avec des trucs inutiles. Et là, avec Across the Spider-Verse, qui dure en gros 2h15, c'est presque l'exact inverse tant le rythme est trop mal réparti. Et clairement, ça fait du mal au film. Par exemple, d'un côté, on passe seulement 20 secondes sur le passé de Miguel, et en général, on passe que très peu de temps avec lui. On comprend à peine c'est quoi tout ce bordel de « il est un vampire » ou je sais pas quoi. Et alors qu'il est censé être un perso majeur du film, au final il est presque traité comme Spider-Cochon au niveau de son temps d'écran. Non seulement c'est trop peu, et donc perso Miguel, je m'en branle complètement, au max du max, c'est du destin du multivers dont j'en ai quelque chose à foutre, et donc il le défend, et donc il est lié à ça, mais lui en tant que tel, bah rien à faire, hein. Mais en plus, de l'autre côté, on passe 20 putains de minutes, et ça paraît être plus tellement c'est interminable, à révéler le twist le plus prévisible du monde, le truc énorme comme une baleine, que le film te dit pendant 1 heure que ça va arriver, mais qui traite quand même ça comme une surprise surprenante. Waouh, Miles ce n'est pas dans le bon univers, et waouh, le rôdeur de l'univers U42 c'est Miles en fait. Tant. Oh non mais là faut aller se faire foutre sérieux. Que ce twist surprenne certains, je veux bien, mais que le film prenne autant de temps dessus plutôt que de développer Miguel par exemple, et surtout que toute l'avant-première du Grand Rex, y compris des gens qui connaissent vraiment bien les super-héros et Marvel et compagnie, ait sucé à donf cette révélation, en mode c'est le truc auquel tu pouvais pas t'attendre, bah là, désolé, non. Sérieux, les gars, le film vous prémâche tout comme si on était des putains de bébés oiseaux. Genre, littéralement, il prend même son temps pour montrer que Miles est envoyé dans l'univers 42 et pas le 1610. Vraiment, vous avez été surpris. Vraiment. Bon, peut-être regardiez-vous le film avec votre cul. Et c'est pas la faute du film, mais bon, un peu d'effort quoi. Et puis sérieux, le nombre de répliques uniquement destinées à Jimmy, 4 ans, 3 de QI et déconcentré par son popcorn pour qu'il comprenne bien tout est énorme. Alors je veux bien que ça soit tout public, mais là ça nous prend surtout pour des cons, franchement j'ai pas kiffé hein. Et encore une fois, ce temps aurait pu être mieux utilisé, parce que ouais, Miles est pas au courant qu'il est pas dans le bon univers, mais nous, on nous l'a clairement montré. Pareil pour le fait que c'était pas Aaron qui attaque Miles à la fin, donc évidemment que c'est pas lui le rôdeur. Enfin je veux dire merde quoi, crache le morceau. À part forcer de fou pour teaser la suite et penser installer du suspense, qu'est-ce que tu fous exactement? Non, désolé, c'était juste long et au revisionnage c'est encore pire. Au passage, Miguel et compagnie, ils foutent quoi dans l'univers 1610 à attendre Miles? Ils sont pas foutus de regarder l'historique de navigation pour voir qui est parti où? Alors je veux bien que Miguel soit écrit comme un mongol durant tout le film, on va y revenir, mais encore une fois, toutes leurs scènes de fin dans l'univers 1610 étaient clairement pas nécessaires et seulement là pour maintenir l'illusion, parce que s'ils le poursuivent direct dans l'univers 42, ça nique le twist le plus prévisible du monde, qu'ils ont déjà niqué en montrant les coordonnées de la machine juste avant. Et en plus, va falloir qu'ils découvrent dans la suite, tout comme Gwen, que « Oh là là, Miles il est pas dans le bon univers !» Donc, putain, merci le temps perdu quoi. J'ajouterais également qu'il est extrêmement dommage qu'au nom de ce twist pourrave, le film sacrifie l'un des points capitaux de la saga et qui la rend super cool, le fait que chaque univers, même si c'est minime, ait un style graphique différent. Parce que là, bah, à part une palette verte et violette rappelant le rôdeur, justement l'univers 42 a exactement le même style graphique que le 1610. Et il a pas le choix, parce que sinon ça vend direct la mèche. Et bordel, c'est tellement con de brider sa liberté créative comme ça pour un twist aussi artificiel. On revient rapidement à cette fin, mais j'ai le même sentiment vis-à-vis du teasing autour de Obi. Le perso est incroyable, mais on tease durant 1 heure que lui et Gwen sont peut-être plus qu'amis, tout en développant une possible romance entre Gwen et Miles, puis plus rien, on n'en reparle jamais. Qu'est-ce que Miles ne sait pas sur Gwen et Obi? Vous comptez en reparler un jour ou c'est là aussi que du temps gâché? Cette fin fait surtout mal au cul car tu te rends vraiment compte qu'elle est juste là pour être sûr de pas perdre la moitié des spectateurs dans la partie 2 et franchement ça casse les couilles car tout le film donne cette impression justement de ne pas se suffire à lui-même et de tout faire pour mettre en place avant tout la partie 2 plutôt que de s'assurer de bien se gérer lui-même d'abord. Pour vous dire, c'est même tellement grave que le début du film est littéralement une bande-annonce pour ce dernier. Littéralement, Gwen passe 2 minutes à te teaser ce qui va se passer dans le film que tu es là, en train de regarder, maintenant, avec les dialogues les plus bateaux du monde, et des courts extraits de la suite que tu vas voir dans moins de 2 heures. Non mais sérieux, à part teaser, que fait ce film? Et puis même quand il tease le film d'après, c'est juste mal fait quoi. Bon là je suis obligé de vous dire que c'est possiblement un gros spoil concernant le rôdeur de l'univers 42 que je vais vous lâcher, donc je vous laisse quelques instants pour partir à ce timecode si vous ne voulez pas être spoilé, mais
Pour ceux qui s'en battent les couilles, bah, si vous avez bien regardé le film, si vous avez fait gaffe à tout ce qu'on nous raconte concernant le rôdeur de l'univers 42, donc le deuxième Miles, que ce soit les dialogues de Aaron mentionnant qu'ils vont passer à l'attaque quand les gardes seront plus là, la thune suspecte qu'il donne à Rio, ou plus simplement le fait que l'univers soit à feu et à sang en l'absence de Spider-Man, bah tout est amené à nous faire croire que ce Miles est méchant. Et devinez quoi? Bah même pas, putain! Dans l'artbook du film, on le décrit comme un vigilante. Donc en gros, un justicier plus borderline que Spidey, peut-être même qu'il est prêt à tuer, mais un putain de justicier quand même. Parce que, malgré le fait qu'on vous ait montré tout le contraire pour vous teaser un affrontement entre les deux Miles, bah non en fait, il est gentil. Et il va sûrement aider notre héros dans la suite, parce que c'est surprenant. Même si c'est fait de façon extrêmement malhonnête. Alors ouais, désolé pour ceux qui sont restés m'écouter par pure curiosité et qui s'attendaient pas à ça, vous allez certainement moins vibrer que prévu en regardant Beyond the Spider-Verse, mais réfléchissez un peu et vous verrez que non. Un film qui vous incite à penser un truc, vous met directement la tête dedans, et qui ensuite vous explique que vous avez tort parce que vous avez osé le croire, bah c'est pas bien, putain. Et puis bon, hein, ils sont gâchés eux-mêmes la surprise en mettant ça dans leur artbook, hein, donc c'est leur problème frère, c'est bon. Hein. C'est limite 2 films en un tellement le rythme est mal géré. On a une première partie presque parfaite sur les dilemmes de nos persos, de Spot et la quête pour le rattraper, puis une deuxième, en gros la dernière heure, sur la Spider Society et Miguel. Sauf que cette dernière n'est clairement que l'acte 1 de Beyond the Spider-Verse, et en plus elle est plutôt bancale. Soudain, quand cette partie commence, la thématique du film passe de « Est-il possible de jongler entre Spider-Man et mon identité secrète ?» à « Est-il possible, mais surtout, est-ce que je devrais combattre mon destin ?» Et jusqu'à ce que Beyond the Spider-Verse sorte, bah ça va rester super bancal. Parce que, bien sûr, la réponse de Miles est oui, mais le film, lui, répondra pas avant la suite. Donc pour l'instant, on sait même pas ce qu'on essaie de nous raconter en fait. La morale, c'est qu'il faut accepter son destin, ici la mort d'un proche si en plus ça sauve le multivers entier, et donc Miles a tort, ou alors, au contraire, il faut combattre son destin et faire ce qui nous paraît juste malgré tout, s'opposant donc à ce que pense Miguel. Le problème, c'est que les deux morales se tiennent à peu près, et sont plutôt pertinentes. Mais vu qu'on saura pas ce que le film a choisi de nous raconter avant la partie 2, bah je trouve pas qu'on puisse le juger convenablement pour l'instant. Il manque trop de trucs. Et je sais que c'est fait pour, c'est une partie 1, oui. Mais là c'est bien trop incomplet. Et d'ailleurs, désolé, hein, je sais que je vais passer pour un casse-couille, mais bordel, l'origine de ce dilemme avec, en VF, les événements Canva et la toile de l'univers, c'est encore une fois, du peu d'explications qu'on en a eu, assez maladroit. Je vais tenter de résumer ce qu'on nous explique dans le film, et qui nous mène au conflit entre les Spider-Man, pour qu'on soit tous au même niveau d'infos, et aussi pour que vous puissiez directement me corriger si je raconte n'importe quoi, ce qui est totalement possible. D'après Miguel, donc, l'ensemble des réalités existantes dans l'immensité du multivers prend la forme d'une toile, la toile de l'univers, et cette dernière assure son existence via les vies de tous les Spider-Héros et de leurs événements Canva. Ces derniers sont des événements, comme par exemple la mort d'un proche comme Oncle Ben, qui doivent arriver dans la vie d'un Spider-Héros sous peine de détruire un univers, voire le multivers entier par effet papillon, puisque tous les univers sont reliés entre eux. Miguel a failli à cette règle en volant la vie d'une autre version de lui, et donc en conséquence, il a assisté à la destruction de cet univers en compagnie de Peter B, oui, le dépressif du premier film qui était là. On n'explique à aucun moment pourquoi, juste on le voit avec lui dans le flashback et il corrobore l'histoire de Miguel. Ok, dans ce flashback donc, qui est montré à Miles et compagnie via des enregistrements, on observe toute chose, toute personne, enfin tout en fait, disparaître à cause de glitch, les mêmes qu'on peut voir depuis Into the Spider-Verse dès qu'un problème dans le multivers se déroule. Ainsi, c'est ce que Miguel explique, il faut que le père de Miles, devenant bientôt capitaine de police, meure, car un événement Canva des Spider-Héros est d'avoir un capitaine de police dans leur entourage qui crève, comme le capitaine Stacy par exemple, et donc le père de Miles doit mourir, sinon ça va foutre en l'air son univers et possiblement le multivers. Évidemment, Miles refuse et va tenter malgré tout de sauver son père et son univers, et donc ça part en baston, et bref, le reste c'est le film. Alors, quand j'ai vu les bandes annonces, une de mes plus grosses questions c'était: putain, mais qu'est-ce que Miles a fait pour que tout le monde lui en veuille autant? Et donc, quand le film m'a sorti cette explication, j'ai été rassuré, car en soi, avoir des dizaines de Spider-Man prêts à tabasser un cos de 15 piges pour lui empêcher de sauver son père,
Ça sonne pas comme étant une bonne chose, mais tout à coup, si t'expliques qu'ils font ça pour empêcher la destruction du multivers entier, bon, bah c'est déjà beaucoup plus compréhensible. Mais alors, où est le problème du coup? Ah oui, parce que là, dans ce que je vous ai raconté, il y en a pas. Mais attention, il y en a pas parce que j'ai spécifiquement reformulé pour que les règles de la toile de l'univers et des événements Canva soient ultra strictes, ce qui, malgré le speech de Miguel et le film qui essaye à tout prix de lui donner du crédit, n'est pas du tout le cas dans le film. Pourtant, il essaye, hein. Dès qu'il peut, il te dit « Si, regardez, Miguel a raison », même que Peter était là pour le confirmer. J'ai écrit des règles qui ne laissent aucune place au doute et qui rendent très compréhensibles mes dilemmes. Sauf que non, vraiment pas. Et c'est un peu con quand c'est spécifiquement ce point-là qui lance l'intrigue non seulement de ta partie 2, mais aussi du film suivant. Par exemple, quand l'événement Canva de Spider India est empêché et que le capitaine ne meurt pas parce que Miles l'a sauvé, on observe cet univers qui commence à glitcher avant d'être absorbé dans un trou noir qui ressemble très fortement au Spot, et c'est normal, ce dernier vient de grandement gagner en puissance. Débarque alors une team de speeders scientifiques qui place des machines bizarres autour de cette zone noire et après suit les explications de Miguel où on comprend que ces derniers ont réussi à sauver l'univers de Spider India même si son événement Canva ne s'est pas réalisé. Bon, déjà le sauvetage d'univers me paraît assez random, au point que même Miguel dit très clairement si on a de la chance, on arrive à sauver des univers. Ce qui fait donc direct comprendre que les conséquences d'un événement Canva non réalisé, bah, c'est juste à la tête du client en fait. Super, merci les facilités scénaristiques. Mais il y a aussi les visuels de cette scène qui me font assez rire, parce que la toile de l'univers, les événements Canva et la logique de l'effet papillon, c'est en soi assez compliqué à rendre cohérent. Et c'est pour ça d'ailleurs que 3/4 des trucs impliquant du voyage dans le temps n'ont aucun sens. Et bah là, c'est pareil, sauf que pile au moment où on aurait besoin de clarification, le film décide de se compliquer la tâche, sans mauvais jeu de mots, en ayant Miguel qui dit tout fièrement à Miles: non, ce n'est pas du tout The Spot qui a causé le bordel chez Spider India. Ce sont les conséquences d'un événement Canva altéré par ta faute. Regarde cet enregistrement qui le prouve, montrant un trou noir comme The Spot, plutôt que les glitches emblématiques des problèmes du multivers. Haha, je suis tellement intelligent. Je sais que c'est pas vraiment un problème, mais putain, l'identité de la saga repose sur ces glitches. Pourquoi le seul moment où t'as besoin de le montrer, tu décides non seulement de pas le faire, mais en plus de mettre en évidence à la place le seul truc qui a pas de rapport avec les événements Canva, ici de Spot? Frère, c'est maladroit, sérieux. Parce que si le problème ici, c'est l'événement Canva altéré, bah je trouve ça un peu con de ne montrer que 5 secondes de glitch, puis directement le trou noir causé par The Spot, et faire de ce dernier le seul élément inspecté par les speeders scientifiques, qui ne mentionnent pas les glitches du tout, et parlent même, je cite, de trou quantique, le présentant dès lors, et c'est renforcé par Miguel et la mise en scène par la suite, comme étant la conséquence d'un événement Canva altéré. Alors que c'est clairement autre chose, et Miles le fait remarquer, et il a raison. Ce trou noir qui absorbe Alchemax, ce trou quantique, il s'est formé bien avant que Miles sauve le capitaine, donc il a aucun rapport avec l'événement Canva altéré. Pire, c'est lui qui absorbe les glitches causés par un événement Canva altéré, donc c'est bien deux choses différentes. Donc pourquoi tout le monde agit comme si c'était pas le cas? Non, sérieux, tout ça ne rend que plus confus un sujet déjà super dur à traiter, et la preuve, bah ils l'ont complètement raté, putain. Alors que, je le rappelle, la seule chose à faire c'était de montrer des glitches, uniquement des glitches, et là il se serait économisé tout un tas de problèmes, mais non, on veut montrer le trou noir pour aucune raison, enfin putain. Oh sa mère, vous m'énervez, réfléchissez la putain de vos races. Tu peux pas passer 2 films à dire et regardez quand il y a un événement Canva qui marche pas, il y a des glitches et après tu montes pas de glitch. Putain c'est du bon sens. Non mais sérieux. Ce qui me dérange surtout, c'est que le film nous dit ici que Miguel a une machine capable de prédire les événements Canva. Et on nous le confirme, cette machine fonctionne. Le capitaine indien allait bien crever si Miles n'était pas là pour le sauver. Donc oui, la présence de Miles et ce sauvetage sont des anomalies. Et ça, Miguel le met très bien en avant, puisque c'est d'ailleurs la seule chose qu'il décide d'aborder dans cette affaire, oubliant complètement de mentionner les causes de tout ce merdier. Et justement, si pas un putain de personnage dans ce film décide de le faire, bah je vais m'en occuper, parce que les gars, le fait que The Spot soit là, et que les 4 Spider-Man soient aussi là pour se battre avec lui, et donc que tout ça provoque la destruction d'Alchemax, et le bordel dans la ville qui aurait dû alors buter le capitaine si Miles n'était pas là, c'est pas aussi des putains d'anomalies? Donc au final, c'est un événement Canva ou pas d'avoir le capitaine qui meurt spécifiquement à cet instant, quand tout ce qui amène à sa mort ce sont des anomalies du multivers qui devraient même pas exister? Par conséquent, si cet événement Canva aurait dû arriver ainsi, alors est-ce que ce qui provoque l'événement Canva n'a pas d'importance tant que ce dernier arrive?
Et à ce moment-là, le film n'a pas de raison d'exister, puisque la vie peut juste se réarranger de sorte à ce que le capitaine meure un autre jour, dans d'autres circonstances, et donc la stabilité dans la toile sera jamais dérangée, puisque l'événement Canva arrivera quoi qu'il arrive, ou à l'inverse, est-ce que tout a toujours été écrit pour que l'événement Canva arrive de cette manière, avant que Miles intervienne, et donc toutes les anomalies dont je viens de vous parler n'en sont pas, puisque c'était écrit. Mais si cela est vrai, alors est-ce que le sauvetage de Miles n'est-il pas lui-même pas une anomalie? Dans la même lignée, quand on apprend que le père de Gwen est plus capitaine à la fin du film. C'est censé vouloir dire quoi en fait? Ça veut dire que son événement Canva est annulé et qu'il ne va jamais mourir en combattant avec Spidey? Mais l'univers est pas en train de s'autodétruire, donc si ça se trouve l'événement Canva ne l'a jamais concerné de base et c'est un autre capitaine qui va mourir à sa place? Pourtant, il est plus capitaine car il a découvert l'identité de Gwen, mais jamais il aurait pu le faire sans les problèmes du multivers impliquant le vautour et Miguel et compagnie au début du film. Et c'est pas une putain d'anomalie ça aussi, puisqu'aucun n'aurait dû être là en premier lieu? Aussi, vous allez me dire que prendre la place d'une autre version de soi nique un univers entier? Même si à aucun moment on explique quels événements Canva altérés pourraient mener à de tels dégâts, mais pas l'existence de l'univers 42 où Spider-Man a jamais existé et donc ces événements Canva non plus? C'est pas ça qui maintient la toile de l'univers? Depuis quand Spider-Dieu autorise l'existence d'univers sans aucun Spider-Man? C'est quoi ce bordel? Et je vous parle pas d'un seul événement Canva altéré, ou... Bon allez, un X sa mère, hein, ça repose sur la chance et clairement c'est un défaut d'écriture, mais ok, c'est pas si grave. Là, littéralement, il y a un chaînon manquant de la toile de l'univers. Comment c'est possible que tout se désintègre pas sur lui-même? C'est le concept même de l'effet papillon. Et d'ailleurs, si l'univers du deuxième Miguel a été effacé car le Miguel du film a pris sa place, ce qui, là aussi, aurait déjà dû entraîner la mort de l'ensemble du multivers, je peux savoir pourquoi Miles, dont l'existence a mené à la mort non prévue de son Spider-Man et dont il a pris la place, a eu zéro problème jusque-là et a même des événements Canva qui lui sont propres. Miguel insiste beaucoup sur le fait que Miles est l'anomalie originale, car il aurait jamais dû devenir Spider-Man. Mais justement, si même son existence n'est pas suffisante pour niquer l'univers 1610, et si tout ce que je viens de citer juste avant est pas considéré comme d'assez grosses failles dans le multivers et n'amène à aucune destruction d'univers, alors qu'est-ce qui est important? C'est en fonction des scénaristes en fait, ça a zéro valeur. Bon, vous devez avoir mal à la tête. Moi aussi. Sauf que c'est pas moi qui pose ces questions de base, hein. C'est le film qui m'a foutu la tête dedans, moi j'ai rien demandé. Mais du coup, si vous ne voyez pas le problème avec toutes ces questions, bah en fait il est très simple. Le souci c'est que l'élément scénaristique qui lance l'entièreté du film est beaucoup trop fragile. Et bien sûr je chipote sur certains points, mais pour d'autres, bah littéralement le film n'a pas de raison d'exister s'il se confirme et ou c'est juste incohérent. Non seulement c'est un putain de problème, mais en plus ça jette encore une fois un énorme doute sur toute la suite. Parce que le film adore te répéter qu'il a mis au point des règles ultra strictes sur les événements Canva et que vraiment attention, hein, il faut pas jouer avec les règles. Mais dans les faits, bah clairement on peut, c'est la roulette russe puisque tout dépend de ce que les scénaristes veulent faire ou non et pas de ce qui est logique avec leurs règles ou non. Et en même temps je comprends, comment tu peux faire pour que Miles sauve tout le monde dans ton troisième film si les règles qu'on tente de mettre en place arrivent à la conclusion qu'il devrait avoir disparu lui et son univers? Bon bah t'es obligé de filouter un peu, mais là, en filoutant un peu, bah désolé, ça perd grandement en importance et ça remet même en question tous les dilemmes du film. Miles est-il vraiment en train d'essayer de sauver son père au risque de faire crever le multivers? Et si c'est le cas, on est censé penser que c'est un mongol sans cervelle qui comprend pas que sauver son père va flinguer son univers et donc faire crever tout le monde, son père y compris? Bah on sait pas. Les règles sont si peu strictes qu'on ne peut pas savoir. Et le film, en vrai, est au courant de ça. Il y a littéralement Layla qui rectifie Miguel quand ce dernier dit que le père de Miles va mourir dans 2 jours, en disant « En fait, c'est ce que le modèle dit, donc on n'est pas sûr. » Donc ça a bien zéro valeur si on est sûr de rien. Mais quid dans ce cas de Gwen et de son papa? C'est littéralement la même situation, sauf que là, par contre, tout va bien. Pourquoi? Comment? Bah on le saura dans la suite, bien sûr. Sauf que les gars, ça, c'est pas réglo. Très clairement, à moins que ça soit juste mal écrit et donc très inconsistant, il manque des explications en ce qui concerne les événements Canva et la toile de l'univers, tout comme il nous manque des événements de l'histoire de Miguel. Et si c'est une obligation de les avoir dans la suite, c'est surtout du foutage de gueule de pas les avoir eus dès maintenant. Tu ne peux pas justifier l'existence de ton film, par extension de son prédécesseur, et même de sa suite,
dans sa suite justement. Ça n'a pas de sens. Il nous faut des points d'accroche pour savoir ce qui est vrai ou pas dans toutes les règles liées à la toile de l'univers et des événements Canva. Et le film veut te faire croire que c'est le cas. Mais dans les faits, il passe son temps à se contredire. Alors ça veut dire quoi? Qu'on est censé douter de tout ce qu'on nous raconte parce qu'on aura des révélations dans la suite? Ok, mais alors pourquoi personne dans ce film de mort ne s'interroge sur la débilité apparente des règles du multivers? Et là aussi ça me dérange parce que tous les Spider-Man, à défaut d'être des génies, sont clairement pas cons du tout. Et c'est aller à l'encontre de ça, c'est justement les écrire comme des abrutis profonds de n'avoir aucun Spider-Man qui s'interroge sur ces règles. Et me parlez pas de Gwen et de son équipe. Eux, ils remettent pas non plus en question les règles du multivers. Ils veulent juste aider Miles mais n'ont clairement aucune idée de comment faire. Gwen d'ailleurs n'a aucune réaction quand son père lui dit qu'il est plus capitaine. Alors que même une putain de phrase où elle dit un truc du genre « Mais donc les événements Canva n'existent pas ou peuvent être modifiés, ce qui veut dire que le destin n'est pas écrit » aurait résolu presque tous les problèmes du film. Et à la place, on n'a absolument rien. Parce qu'encore une fois, on verra ça dans la suite. Donc non, désolé. Soit tu fais un truc tellement strict qu'il y a zéro place au doute, soit tu laisses un doute volontaire que tu fais souligner par au moins un personnage et donc qui amènera à des révélations bien préparées dans la suite, mais tu peux pas faire aucun des deux, te torcher avec tes propres règles et remettre en question l'existence de ton film parce que c'est incohérent, le tout en essayant de nous faire croire que tu sais ce que tu fais. Non, t'as aucune idée de ce que t'es en train de faire. Et au passage, ça fait aussi de Miguel un mongol. Ou un perso mal écrit, à vous de choisir. Du peu qu'on voit de lui, c'est vraiment pas fameux parce que tout ce que je viens de dire, le Boog est censé le savoir aussi en tant que pro du multivers. Donc le fait qu'il ne s'interroge jamais sur le sujet est assez effarant. Je veux dire, merde, l'existence de Miles, mais même son existence à lui par extension, prouve qu'il nous raconte n'importe quoi sur le multivers. Que ce soit parce qu'il ment, parce que sa perspective sur le sujet n'est pas la bonne, ou juste parce que c'est mal écrit, il manque clairement quelque chose. Ou alors, encore une fois, l'objectif est qu'on doute de lui. Mais on peut pas, parce qu'à chaque fois, le film lui donne du crédit. Oh bah regardez, il dit la vérité, il y avait Peter B avec lui, donc vous devez le croire. Bordel! Puis même, en général, son comportement est assez bizarre. Je veux dire, on en parle du fait que le Boog voulait pas recruter Gwen de par ses liens avec Miles et que c'est spécifiquement elle qui se fait envoyer dans son univers pour s'occuper du spot. Oui, clairement, ça allait très bien tourner. Bravo Miguel. Gwen, énorme chômeuse d'ailleurs, sans qui le film n'existerait pas non plus, qui place son traceur et manque the spot de littéralement 5 secondes. Parce que, bah, elle est conne, je sais pas. Oui, c'est une remarque de merde, mais ça vous aurait trouvé le cul de juste faire une petite ellipse entre le départ de Gwen et l'arrivée du spot, pour pas la faire passer pour une mongole elle aussi. Et puis tant qu'on y est, pourquoi tout le monde oublie The Spot à la moitié du film alors qu'il est plus puissant que jamais? Je veux dire, merde, la mission de Gwen à la base c'était de surveiller ça justement, et des persos comme Jessica ou Layla sont au courant de ses pouvoirs, donc pourquoi tout le monde fait comme s'il n'existait plus et ne se focus que sur Miles? Mais bref, concernant Miguel, j'ai bien compris qu'il en avait plein le cul des problèmes liés au multivers, et donc de Miles. Mais et Mayday alors? Elle n'existerait pas si Peter avait jamais rencontré Miles, ce qui est une anomalie. Donc déjà pourquoi son univers explose pas? Et pourquoi est-ce qu'il s'en bat les couilles de elle? Encore une fois, c'est à la tête du client, ça a zéro consistance. D'ailleurs, je m'interroge aussi sur le fait qu'on nous a expliqué que les univers étaient reliés entre eux, parce que quand l'univers du deuxième Miguel disparaît, le Miguel du film et Peter B n'en font pas les frais. Alors déjà, c'est super injuste, ça veut dire que tu peux faire de l'univers dumping en allant d'univers en univers, en foutant le bordel, et toi, vu que tu fais pas partie de cet univers spécifiquement, bah t'en subiras pas les conséquences visiblement. Mais du coup, la question, elle est là. Pourquoi Miguel et Peter B n'ont pas disparu avec l'univers du deuxième Miguel? Et si la réponse est « c'est parce qu'ils font pas partie de cet univers de base », bah ça remet en question directement le fait que les univers soient liés. La logique installée par le film aurait voulu que eux aussi crèvent en même temps, puisque tout le monde est interconnecté. Mais si tu fais ça, t'as pas de film, et t'as pas non plus de scène à peine émouvante car elle dure 10 secondes, où Miguel voit sa fille disparaître sous ses yeux, ce que le film juge comme suffisant comme développement, alors que, encore une fois, c'est trop peu. Ce que je veux dire avec toutes ces remarques en vrac, c'est que je veux bien qu'on introduise un concept qui touche le multivers entier, mais vous le voyez ou pas que c'est beaucoup trop brouillon? Ça rend bancal les motivations des 3/4 des persos, et les intrigues entières du film, de sa suite, voire même de son prédécesseur, sont remises en question parce que, si ça se trouve, il n'avait pas lieu d'exister selon les règles définies dans ce film. Mais ça, on le saura qu'avec sa suite, parce que trop pressé à nous expliquer que la suite arrivait, Across the Spider-Verse a oublié d'apprendre à tenir debout tout seul. C'est pas bien.
Encore plus révélateur de ce problème, le fait que ce dernier ait voulu inclure des commentaires méta sur les films de super-héros et Spider-Man en général, au détriment de sa qualité intrinsèque. Et autant certains fonctionnent bien, comme le fait que Miles est, entre guillemets, rejeté par tous les autres Spider-Man car il est, entre guillemets encore, différent, ce qui peut faire écho à une partie des détracteurs du personnage considérant qu'il ne sera jamais vraiment Spider-Man mais uniquement Miles Morales et qui, pour la plupart, évidemment, pensent cela car ce sont des fils de pute de racistes. Pareil, l'allégorie trans/LGBT concernant Gwen marche très bien. Même si pour le coup, je pense qu'Internet s'est un peu monté en épingle tout seul, parce que ce qui leur faisait dire que Gwen, au-delà de la métaphore, était peut-être vraiment trans, c'est un drapeau avec inscrit « Protéger les enfants trans dans sa chambre », et aussi le fait que son père ait un possible drapeau trans sur son uniforme, qu'il aurait donc uniquement car sa fille l'est. Et en soi, on s'en branle, parce que métaphore ou pas, le personnage est excellent. Par contre, il faut quand même repréciser certains trucs. Gwen est une super héroïne. Quel est ce drapeau dans sa chambre? C'est un peu le b.a.-ba. Évidemment qu'elle soutient la commu LGBT, donc ça veut un peu rien dire. Et concernant son père, oui, son uniforme, on dirait qu'elle a un drapeau trans au début du film, mais comme vous le savez, l'éclairage de l'univers de Gwen change tout le temps. Et à la fin du film, sous un autre éclairage, on voit très clairement que c'est pas un drapeau trans qu'il avait sur son uniforme, juste des petites bandes décoratives propres aux flics, je crois. Mais bon, encore une fois, on s'en fout, le perso de Gwen reste incroyable et l'allégorie est très efficace. En revanche, que le film ait le culot de critiquer les productions récentes super-héroïques en utilisant la toile de l'univers comme métaphore pour critiquer le fait que toutes les histoires se ressemblent et que donc il faudrait faire les choses de façon différente comme Miles, alors même que tout ce point scénaristique, au nom de cette métaphore justement, tient à peine debout comme on vient de le voir et cause plein d'incohérences, bah c'est assez culotté quoi. Et pareil, je sais pas ce que Beyond the Spider-Verse va conserver ou pas de ces règles qui touchent au multivers, mais là, ça veut potentiellement dire que toute future histoire de Spider-Man va devoir suivre ces règles d'événements Canva, au risque de passer pour incohérent vis-à-vis de Across the Spider-Verse, ce qui est assez ironique quand le film clame haut et fort qu'il faut être différent. Encore pire, le film nous fait remettre en question même les plus anciennes histoires sur le tisseur. Par exemple, il n'y a jamais eu la mort d'un capitaine de police dans la trilogie de Sam Raimi. Donc, ça veut dire quoi alors? Que potentiellement, jusqu'à ce qu'on ait une suite avec Tobey Maguire, et ça n'arrivera jamais, bah que son univers est en danger tant que cet événement Canva n'arrive pas? Alors bien sûr, tu peux partir du principe qu'il est ou va arriver hors champ dans un futur lointain de la vie de Tobey. Mais ça, tu vois, c'est des questions qui avaient pas lieu d'être avant Across the Spider-Verse, et je vous cache pas que ça casse un peu les couilles. Et d'ailleurs, à titre perso cette fois je vous confie mes peurs, le perso de Miles commence à me saouler. J'en ai marre que ce soit dans les comics, les jeux ou les films, que son perso que j'adore soit tout le temps utilisé pour clamer sa différence plutôt que pour nous la montrer. Il y a littéralement dans ce film et dans Into the Spider-Verse la même scène où il se jette à la renverse d'un immeuble ou ici du train de Miguel est exactement dans le même contexte où il clame haut et fort qu'il est différent. Tout le monde me dit comment je dois faire mon histoire, mais non, je vais faire ce que je veux parce que je suis différent, ok? Sur le principe, j'ai adoré ce moment, il m'a donné des frissons et encore une fois, j'adore Miles. Les comics Ultimate Spider-Man, quand c'était lui le héros, c'est les premiers vrais comics Spider-Man que j'ai jamais lus. J'aime le perso, mais j'en ai putain de marre qu'il passe son temps à clamer sa différence, le fait qu'il soit unique, sans nous le faire ressentir. On dirait limite les comics par moment, où à force de plus avoir rien à raconter sur le perso, on fait que lui rajouter des pouvoirs cool. Genre là, dernièrement, il fait des épées éclairs. Bon, ok, c'est cool, et alors, je peux avoir une bonne histoire sinon? Bon bah là c'est pareil, sauf que bien sûr l'histoire de Miles est supérieure dans le film, et j'ai vraiment apprécié le fait qu'il soit le protagoniste de cette histoire. Mais au bout d'un moment, j'aimerais qu'on arrête de faire pour Miles la différence ou le fait d'être unique son seul cheval de bataille, et qu'on raconte autre chose sur lui. Mais bon, bah va falloir attendre la partie 2 pour savoir où est-ce qu'on amène son personnage. Concernant quelques petits autres trucs que j'ai à dire sur le film maintenant, je trouve que, comme Into the Spider-Verse, le film souffre de mettre trop de Spider-Gens en même temps. C'est visuellement impressionnant, bien sûr, mais puisqu'aucun n'a de rôle important ou même des bons développements, je pense par exemple à la meuf hologramme qui décide de laisser partir Miles pour zéro raison apparente alors qu'elle aurait pu l'arrêter, et bah tout paraît un peu dénué d'intérêt ou de cohérence, puisque tout comme les anomalies du multivers, c'est au petit bonheur la chance en fait. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de Peter B dans ce film ?
C'est quoi son putain de problème? Heureusement qu'il rejoint Gwen à la fin pour aider Miles, mais putain, pendant le peu de scènes où il était là, j'ai jamais trouvé son comportement cohérent avec sa personnalité. Au contraire, c'est un assez gros bâtard avec Miles, qui prend jamais rien au sérieux. Le bouc va même jusqu'à se vanter auprès de Miguel d'avoir sa môme, alors que, putain, l'un des seuls trucs qu'on sait sur Miguel, c'est justement qu'il a perdu la sienne, et que, allez savoir pourquoi, Peter était là à cet exact moment, et donc connaît Miguel depuis longtemps, et donc est au courant de tous ces traumatismes. Donc, vraiment, à part être un énorme fils de chien, je comprends pas c'est quoi la logique derrière tout ça. Et je n'aime pas du tout. Donc j'espère aussi que ça sera réglé pour la suite. Après, bien sûr, Mayday est adorable, mais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur elle, donc on va finir la vidéo là-dessus, je pense. Ne vous méprenez pas, Across the Spider-Verse reste une masterclass. Déjà ne serait-ce qu'avec sa forme, mais ça n'excuse pas complètement le fond. Et donc, je me devais de faire cette vidéo pour vous signaler qu'il y a quand même de sérieux problèmes dans le scénario de ce film. Alors ça ruine pas tout, bien sûr, mais je trouve ça quand même plutôt dommage. D'autant plus qu'on aura le fin mot de l'histoire que quand Beyond the Spider-Verse sortira. Et j'espère qu'il réglera tous les problèmes que j'ai énoncés plus tôt. Le souci, c'est qu'il lui reste déjà beaucoup à conclure. Est-ce qu'ils vont donc prendre le temps de clarifier tous ces points qu'on ne pourrait qualifier que de détails ? Bah je sais pas, et honnêtement ça me fait chier parce que même indépendamment de tous ces problèmes, Across the Spider-Verse est une partie 1 beaucoup trop incomplète. Et donc à mes yeux, on marche un peu sur des œufs concernant la suite. Et c'est relou quoi. J'espère de tout cœur avoir tort, j'espère de tout cœur que Beyond the Spider-Verse sera la masterclass qui réglera tous les problèmes. Mais du coup, bah pour l'instant on sait pas. C'est aussi simple et triste que ça. Donc voilà, c'était mon problème avec Across the Spider-Verse. Si ça se trouve, j'ai raconté n'importe quoi pendant 30 minutes, donc faites-le moi savoir si c'est le cas. Et puis sinon, laissez-moi rappeler une dernière fois que Across the Spider-Verse est une masterclass malgré ses défauts. Je suis pas un rageux, ok? Je suis juste inquiet. Et oui, vous allez me dire fondamentalement qu'on s'en fout. Et je le sais, je suis d'accord, et tout le monde me l'a dit, que ça soit sur Twitter ou parmi mes amis, tout le monde me l'a dit. Nicolas, tu réfléchis trop, tu m'as donné mal au crâne. Genre... En soi, c'est cohérent ce que tu dis, mais arrête de réfléchir. Stop. Il faut... Waouh. Mais vous me connaissez, je me devais de pinailler, c'est mon rôle. Et puis bon, hein, quand il s'agit d'enculer sur des détails le Spidey de Tom Holland, il y a tout d'un coup beaucoup plus de monde. Donc c'est bon, hein, venez pas vous plaindre, chacun a le droit à son petit moment de fun. Mais bref, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc à plus. Est-ce que c'est le moment où je parle de Spider-Man Across the Spider-Verse et que je passe pour un énorme aigri? Ok. C'est trop con, t'aurais pas juré parce qu'en vrai, le fait que le mec s'étouffe dans sa. Oh putain, je suis désolé, j'ai niqué le plan. C'est pas grave. Parce que vrai, là, pour moi, c'était the plan. Putain d'alcoolisme. Ok. Ça va comme ça? C'est très bien, ouais. Mais en fait, faut... tu sais qu'à force de me vomir dessus, je pense que je vais juste tuer mon micro, genre. Ah, tu penses? Bah, je sais pas. Dès que je suis là, tu casses ton micro. Le micro, il est pas censé se prendre autant d'eau dans la gueule, en fait. Mais Donc- s'il pleuvait? Ouais, bah oui, mais on n'est pas censé tourner quand il pleut, chacal, tu vois. Ah ouais?